Les premières tentatives de coordination et de régulation de la conquête spatiale ont vu le jour pendant la guerre froide. Nous allons voir plusieurs exemples. Tout d'abord, le Comité des Nations Unies pour les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, ou QPA. Ce comité dépend du Bureau des Affaires spatiales de l'ONU. C'est une instance de dialogue qui a été créée par l'ONU en 1958 et qui est chargée de promouvoir la coopération internationale, faciliter l'utilisation pacifique de l'espace par le biais de discussions, de négociations et de l'élaboration de réglementations internationales. À noter que ce comité a été créé 1 an après l'envoi de Spoutnik par les soviétiques. Deuxième exemple que l'on peut évoquer, le traité de l'espace dont on a déjà parlé en 1967. Ce traité instaure 2 principes. Premièrement, l'usage pacifique de l'espace, dont l'exploration doit être réservée à des fins pacifiques et où il est interdit d'introduire des armes nucléaires ou toute autre arme de destruction massive. Deuxième principe, la non-appropriation, ce qui exclut toute proclamation de souveraineté d'un État sur l'espace. Cet accord est complété en 1968 par l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Troisième accord qu'on peut citer, toujours pendant la guerre froide, l'accord régissant les activités des États sur la Lune et autres corps célestes, que l'on a souvent appelé le traité sur la Lune. Signé en 1979, entré en vigueur en 1984, il stipule que la Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l'humanité. La Lune ne peut donc pas être utilisée, ou en tout cas utilisée qu'à des fins pacifiques, et toute activité doit y être conforme aux lois internationales, y compris la Charte des Nations Unies. Il faut souligner, comme vous le voyez sur la carte, cependant, que ce traité n'a été signé que par peu de nations, ce qui en limite fortement l'importance. Dernier exemple de coopération pendant la guerre froide, c'est la création de l'Agence spatiale européenne, que l'on connaît aussi sous l'acronyme ESA, ESA en anglais. Donc c'est une organisation intergouvernementale dédiée à la coopération spatiale en Europe. Elle a été créée en 1975 et son siège est situé à Paris. L'ESA est composée de 22 États membres, dont la plupart sont des pays européens. Les principaux objectifs de l'agence sont de coordonner et de promouvoir la recherche spatiale, le développement technologique et l'exploration spatiale en Europe. Grand 2, l'ISS, symbole de la coopération scientifique internationale depuis la fin de la guerre froide. Donc la Station spatiale internationale est un projet réalisé en collaboration entre plusieurs agences spatiales du monde entier, notamment la NASA, l'agence spatiale américaine, Roscosmos de la Russie, l'ESA, l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale canadienne et l'agence aérospatiale japonaise. Ces agences travaillent ensemble pour concevoir, développer, exploiter et maintenir la station. Les partenaires de l'ISS partagent la responsabilité de la planification des missions, de la gestion des opérations quotidiennes, de l'entretien de la station, la réalisation de la recherche scientifique à bord. C'est un laboratoire en orbite qui permet de mener des expériences scientifiques dans divers domaines comme la physique, la biologie, la médecine, etc. Les données scientifiques, ça c'est très intéressant, les résultats des recherches sont partagés entre les partenaires de la station, donc les différentes agences spatiales, mais aussi avec la communauté scientifique internationale. La station internationale représente donc une réussite dans la coopération multilatérale dans l'espace, démontrant comment les nations peuvent collaborer pour réaliser des objectifs communs, repousser les limites de l'exploration spatiale et favoriser la recherche scientifique. On peut souligner également que la coopération à travers l'ISS contribue également aux relations internationales et à ce qu'on appelle la diplomatie spatiale. Alors, il existe d'autres projets de coopération de manière plus bilatérale, et là on peut citer le partenariat franco-chinois CFO-SAT, dont vous pouvez voir un peu plus en détail sur la vidéo qui apparaît sur le diapo. Cependant, il faut noter que la coopération spatiale reste limitée par les tensions et les aléas de la géopolitique terrestre, ce que nous allons voir
dans la troisième et dernière partie. Alors, quelles sont ces limites, hein? Alors, il y en a un certain nombre. Donc, bien que la coopération scientifique spatiale présente de nombreux avantages, elle peut également être confrontée à certaines limites. Si on prend le cas de l'ISS, on peut souligner que le programme dépend largement des États-Unis, qui financent environ 70% le programme, 30% pour la Russie, et ce sont les États-Unis qui mènent la majorité des expériences, comme on peut le voir sur le document suivant. D'autre part, des tensions entre pays peuvent entraver la volonté de collaborer, de partager les ressources ou des connaissances scientifiques dans l'espace. Prenons des exemples concrets. Avec la guerre en Ukraine depuis février 2022, on l'a vu, la Russie est un pays extrêmement important dans le domaine spatial, et eh bien, cette guerre en Ukraine a eu des conséquences, y compris dans l'espace. Deux exemples. D'abord, l'arrêt des lancements des fusées Soyouz. Donc, Soyouz, c'est un lanceur qui est très utilisé notamment par les Européens, puisque la grosse fusée Arianespace n'est pas utilisée systématiquement. Donc on utilise aussi les lanceurs russes. Sauf que Roscosmos, l'agence spatiale russe, a rapatrié tout son personnel de Guyane française, notamment de la base de Kourou où sont lancés les programmes européens. Alors cela a eu des conséquences importantes, et notamment avec des retards très importants dans certains programmes européens, notamment celui du GPS Galileo. Si on prend l'exemple de la Station spatiale internationale, on l'a déjà évoqué, les astronautes russes, américains et européens cohabitent dans cet espace, ils continuent à travailler ensemble, et les agences spatiales assurent que la coopération continue, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que cette importance des Russes dans l'ISS leur donne un levier et un moyen de pression dans les discussions diplomatiques, y compris ce qui concerne plus directement la guerre en Ukraine et les sanctions qui sont imposées à la Russie. On peut également souligner comme limite que certains pays ont plutôt choisi des programmes spatiaux nationaux plutôt que de participer à des initiatives internationales. On va prendre deux exemples. L'exemple chinois. Alors, il y a une limite importante de la coopération de la Chine avec les autres pays, puisque le pays s'est tourné vers un programme indépendant avec une station spatiale chinoise, hein, donc Tiangong. Alors, ça a été motivé pour plusieurs raisons, mais notamment aussi du fait que les Américains ont refusé à ce que les Chinois entrent dans le programme ISS avec des craintes de vol de technologie spatiale. Donc ils ont lancé leur propre programme. Les Indiens également ont un projet spécifique avec une station spatiale indépendante indienne prévue pour 2030. Deux autres limites, pour terminer. La recherche spatiale et les missions scientifiques en fait nécessitent des ressources financières considérables. Donc il peut être difficile pour certains pays de mobiliser les fonds suffisants pour soutenir des programmes de coopération spatiale de grande envergure. Donc tout ça va limiter la coopération, la collaboration au niveau international. Enfin, dernier élément, tous les pays n'ont pas les mêmes règles concernant ce qu'on appelle la propriété intellectuelle et le partage des données qui sont recueillies et qui sont produites dans l'espace. Donc ces différences de réglementation peuvent gêner la coopération et le partage équitable des données et des connaissances qui sont produites dans l'espace.